Bonjour à tous. Je vous invite à vous joindre à nous. Bonjour à tous ceux qui sont et dans la salle et en ligne sur Opin. Donc, pour ceux qui étaient à la conférence précédente, on va continuer sur la thématique de l'économie circulaire, qui est un des piliers de la stratégie environnementale du groupe Vinci. Pour ceux qui font pas partie du groupe, aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. C'est une journée qui a pour vocation à sensibiliser tous les collaborateurs du groupe sur les enjeux environnementaux et sur la stratégie du groupe sur ces enjeux-là. Donc, avant de commencer avec le tour de pitch, je voulais juste vous faire un petit aparté sur comment nous, à l'échelle de Léonard, et notamment sur les programmes start-up et intrapreneurs, on essaye de contribuer à la stratégie et aux objectifs environnementaux du groupe. Donc, tout simplement en accompagnant des porteurs de projets, que ce soit des intrapreneurs ou des entrepreneurs qui s'imbriquent dans cette logique de transition environnementale et qui portent des projets qui ont pour vocation à réduire l'impact environnemental de nos activités. Donc, on a plusieurs programmes entrepreneuriaux dans ce sens-là. Donc, le premier, c'est le parcours entrepreneur. Donc, vous avez vu Héloïse Deboquet tout à l'heure, qui a fait partie de la dernière promotion. Donc, l'objectif du parcours entrepreneur, c'est de permettre à des salariés du groupe de proposer des idées et de projets de nouvelles activités pour l'entreprise. Nous avons aussi deux programmes start-up. Le premier, c'est le programme SEED, qui est à destination des start-up early stage et qui vise à les accompagner dans la structuration de leur stratégie, dans l'approfondissement de leurs propositions de valeur et qui les aide à préparer leur première levée de fonds. On a aussi le programme Catalyst qui a pour vocation à accompagner des startups et des scale-up plus matures et notamment dans le développement de projets et de collaborations commerciales avec des entités du groupe. Donc, dans les projets qu'on accompagne, on n'accompagne pas uniquement des projets impact, parce qu'on peut par exemple accompagner aussi des projets qui ont vocation à favoriser la digitalisation de nos métiers et de nos activités. Mais on peut constater que sur les derniers projets accompagnés, plus de 2/3 des projets, que ce soit entrepreneurs ou start-up, s'intègrent dans cette logique de transition écologique et de réduction de nos impacts. Donc, on va retrouver des projets comme celui d'Héloïse Deboquet ou encore comme celui de Jérôme de Thomasy qui va nous présenter tout à l'heure. Donc, on a des projets que ce soit sur la gestion des déchets dans les chantiers, mais aussi des projets dans les bétons bas carbone, dans la construction modulaire ou encore des solutions qui vont favoriser la mobilité décarbonée. Juste une petite précision, on est en train de recruter en ce moment les projets pour la nouvelle promotion, donc pour les 3 programmes. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui pourraient être intéressées pour l'un de nos programmes, n'hésitez pas à nous en parler et à faire remonter ces projets. Donc, au-delà des programmes start-up et des start-up qu'on accompagne dans le cadre de ces programmes, on vise aussi à fédérer une communauté de start-up autour de nos verticales, qui vont graviter autour de notre écosystème, comme les 2 start-up qui vont pitcher à continuation, qui ne font pas partie d'un de nos programmes, mais qui sont autour de nos verticales et qui répondent à la problématique qu'on a vue tout à l'heure, qui est l'économie circulaire. Donc, on aura 2 startups externes, un projet intrapreneurial et un projet interne qui est porté par Eurovia. Donc, on va commencer les pitchs avec le premier pitch, qui est Maxime Baffer, CEO et fondateur de Bluedigo, qui est une plateforme de vente de mobilier, de bureaux éco-responsables et de seconde main. Donc, je te passe le micro qui est déjà allumé. Et donc, n'hésitez pas, surtout pour ceux qui sont à distance, à poser vos questions directement sur le chat. Donc, on sera sur 5-7 minutes de présentation et ensuite 5 minutes de questions-réponses. Parfait. Et pour faire défiler les slides, c'est là.
Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à Léonard de m'avoir invité pour présenter Bluedigo. Donc, c'est une startup que j'ai fondée en juillet dernier. Et en fait, le point de départ, c'est les bouleversements des espaces de travail. Donc, quand j'ai lancé la société en juillet dernier, je ne m'attendais pas à ce que l'année soit aussi riche en termes de bouleversements sur les espaces de travail, entre la crise sanitaire, le développement du télétravail. Il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient en gestation, notamment autour de l'impact environnemental des entreprises, autour de les open space, de comment est-ce qu'on crée de la collaboration, comment est-ce qu'on crée de l'innovation à travers la façon dont on organise les espaces de travail. Et là-dessus, donc, est venu se rajouter la crise du Covid et le sujet aujourd'hui qui est très fort autour de télétravail, etc. Donc, en fait, la mission de Bluedigo, c'est de créer des espaces de travail à impact positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire essayer de faire en sorte que dans l'organisation des espaces, eh bien, il y ait un impact qui soit positif pour l'environnement, principalement à travers le mobilier de bureau. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vend principalement du mobilier de bureau. On est un site e-commerce. Vous pouvez acheter directement en ligne et vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des projets sur plusieurs postes de 0 à 100, 200 postes. Et on propose 3 types de mobilier. Le mobilier d'occasion, du mobilier neuf qui a été éco-conçu et du mobilier neuf reconditionné. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le point de départ, moi, l'idée que j'ai eue, c'est en fait, j'ai travaillé dans un grand groupe et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, en fait, on jetait la quasi-totalité du mobilier qui était sur place parce que dans les nouveaux locaux, on voulait organiser un nouvel aménagement. Il y avait un architecte qui avait une autre idée sur la façon dont les espaces devaient s'organiser. Et du coup, on n'avait pas vraiment de solution pratique pour faire quelque chose avec le mobilier qui finissait à la benne. Et en creusant cet aspect-là, je me suis rendu compte que d'abord, c'était une pratique de marché qui était extrêmement courante. La plupart des grands groupes, quand ils déménagent, se débarrassent du mobilier parce que nouveaux espaces, nouvelle ambiance, etc. Et sur ce mobilier, quand il est dans une benne, même quand c'est une benne qui est gérée par l'éco-organisme du secteur, le taux de réemploi est de moins de 1%. Et donc, l'essentiel du mobilier est soit incinéré, soit mis en décharge, et une partie quand même est recyclée pour le matériel. Donc du coup, nous, le cœur de notre activité, c'est qu'en fait, on récupère du mobilier de bureau à l'occasion de déménagement de grands groupes. Donc on l'a fait déjà, par exemple, avec le groupe Le Monde qui s'est installé gare d'Austerlitz, avec HP France, Saint-Gobain également qui a quitté son siège à la Défense, BMW. On va récupérer du mobilier qui est de très bonne qualité, souvent avec des pièces d'ailleurs qui sont assez design. Et ensuite, on va le proposer à d'autres entreprises, souvent des entreprises qui sont plus petites, des PME, des startups, et qui sont intéressées à la fois par l'aspect environnemental et aussi par l'aspect économique. Globalement, le mobilier de bureau, c'est très cher quand vous l'achetez neuf, et le mobilier d'occasion, c'est facilement 2 fois moins cher, et ça permet d'avoir des postes de travail qui sont beaucoup plus accessibles. Donc on propose ce mobilier de bureau d'occasion sur notre site. On a complété notre offre aussi avec un certain nombre de jeunes designers, jeunes sociétés dans le secteur qui se sont lancées avec un objectif éco-responsable. Par exemple, Maximum Mobilier, Louis Bureau, qui sont des gens qui font des choses très design et fabriquées en France. Parfois eux-mêmes dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'ils recyclent des chutes de production dans l'industrie pour en faire derrière des meubles. Et puis le troisième catégorie de mobilier qu'on propose, c'est du mobilier reconditionné. En fait, on s'est rendu compte que même chez les grands fabricants de mobilier neuf, très souvent, ils ont des retours de commandes, ils ont du matériel d'exposition dont ils savent pas quoi faire. Et du coup, ils le stockent pendant un moment et ensuite, ils le détruisent. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'on propose ça et qu'on évite la destruction de ce type de mobilier. On s'est lancé donc il y a 1 an, on a fait plus de 300 opérations depuis, et malgré la situation économique et la situation globale qui était extrêmement compliquée. On a travaillé avec un cabinet de conseil qui s'appelle Goodwill Management pour mesurer l'impact de nos opérations, voir pour une entreprise, acheter un meuble d'occasion, OK, il y a l'économie monétaire, mais aussi qu'est-ce que ça représente en termes de CO2 évité, en termes de matières premières qui ont été également économisées.
On est donc à fond dans la promotion de l'économie circulaire, dans la promotion aussi du Made in France, et on appartient au club 1% for the Planet, et donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires au WWF France. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si je suis dans le... Parfait dans le timing. Parfait. Merci Maxime. Donc on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sinon, je vais commencer avec une première question. Quelles sont les motivations? Quelle est la motivation principale de vos clients? Est-ce que c'est l'aspect économique ou plutôt l'aspect écologique, ou ça va dépendre de chaque client? Alors, je dirais que globalement, l'aspect économique est le plus important. Aujourd'hui, par exemple, on a des packs pour des postes de travail avec une chaise Steelcase, un bureau Steelcase, et ça peut d'occasion, donc ça commence autour de 150 €. En fait, on a calibré les prix pour que ce soit moins cher qu'IKEA. Du coup, je pense que la motivation, elle est souvent économique. Après, la beauté du modèle, c'est que même si leur motivation n'est pas du tout liée à l'environnement, le fait de privilégier du mobilier d'occasion plutôt que du mobilier neuf, ça a un impact positif de toute façon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question qui vient d'un cas pratique de besoin d'aménagement dans un bureau. On achète souvent des meubles à un designer ou via un designer pour avoir... Est-ce que vous faites cette prestation-là? Et à partir de quel volume vous vous déplacez pour étudier la récupération des anciens meubles et la conception du réaménagement? Alors, sur la partie aménagement, donc, nous, on est capable pour des petits espaces de faire pas une prestation d'architecte, mais une prestation d'organisation de l'espace. On ne fait pas tout ce qui est cloisonnage, plan, etc. En revanche, l'implantation des bureaux, l'organisation un peu de l'espace, la mise en place de cloisons amovibles, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on est capable de faire, et on l'a fait déjà sur des opérations de 50 postes, de 80 postes, etc. Donc ça, on le fait. Dès qu'il y a un peu quand même un aménagement plus substantiel, besoin de mettre en place des cloisons, etc. Là, en général, on travaille avec des architectes. C'est d'ailleurs un de nos principaux canaux d'acquisition, c'est qu'on a des architectes qui nous appellent et qui nous disent, voilà, notre client voudrait avoir un volet éco-responsable dans son projet, ou bien notre client est intéressé par la seconde main, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on travaille avec eux directement. Sur la partie récupération, donc, le gros sujet, de mon expérience dans dans le réemploi et dans l'économie circulaire, c'est la logistique, en fait. Du coup, on a fait pas mal de tests au début, et ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est que pour amortir correctement les frais logistiques, il faut des opérations d'une certaine taille. Donc, on n'intervient pas en dessous de 50 postes de travail, sauf exception, s'il y a certaines pièces design exceptionnelles, etc. Mais en général, c'est au moins 50 postes. On n'intervient pas sur tout ce qui est du mobilier bas de gamme, puisque ça, on ne peut pas du tout le réemployer derrière. Tout ce qui est Ikea, Conforama, etc., c'est pratiquement impossible à réutiliser derrière. Et pour l'instant, on n'intervient qu'en région parisienne. Alors, il y a une question dans le chat de la part de Mathilde Bonne. Lorsque vous récupérez des meubles lors des déménagements, les achetez-vous ou est-ce que c'est un don des entreprises? Alors, en général, nous, le principe, c'est que vu que derrière, on va les revendre, on est toujours sur une option de rachat, puisqu'on n'a pas vocation à récupérer gratuitement, et c'est plutôt logique et sain. Donc, le principe, c'est toujours de racheter.
Après, ce dont on s'aperçoit, surtout dans les plus grosses entreprises, c'est que, et d'ailleurs c'est un peu un sujet pour l'économie circulaire en général, les meubles en général ont été amortis, ils n'ont plus aucune valeur comptable, et l'entreprise ne sait pas ou n'a pas envie de nous facturer un montant qui, à son échelle, est très faible, et comptablement, fiscalement, etc., pour elle, ça va être extrêmement compliqué. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur le montant, et ensuite on verse à une association qui a été choisie par l'entreprise dans le domaine de la protection de l'environnement, l'équivalent du prix qu'on a négocié ensemble. Ok, très bien, merci. Une dernière question. C'est un peu dans la suite de ce sujet-là, mais donc quand tu rachètes, comment en fait tu formalises ce rachat, parce qu'il y a un transfert de propriété. Dans le réemploi, tout à l'heure, on a vu une problématique sur l'assurance, la garantie et qui est propriétaire. Dans ton cas, comment du coup tu formalises ce transfert de propriété? Alors, le cas, en théorie, c'est qu'on signe un contrat avec la transfert de propriété pour un euro symbolique dans le cas où on donne pas directement d'argent à l'entreprise, mais on passe par une association. Et ensuite, les meubles nous appartiennent, donc on n'est pas dans une logique de place de marché, etc. On rachète, on stocke, on a un entrepôt à Ivry. On nettoie le mobilier, on répare, on remet en état, et ensuite on le revend. Et la garantie, on la porte nous à titre d'entreprise directement. En fait. Ok, merci Maxime. Donc on peut applaudir Maxime. Merci beaucoup. Alors, pour le deuxième pitch, je vais appeler Dominique Mercier, qui est CEO de Keos. Keos est une plateforme qui facilite l'achat et la vente de pièces détachées industrielles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Mercier, le CEO de Keos, la plateforme de réemploi des pièces industrielles. Et donc, durant cette session, on va voir comment on peut mettre l'automatisation de la reconnaissance des pièces et de la publication des annonces au service de l'économie circulaire dans l'industrie et en B2B. Un mot sur la start-up pour commencer. Donc, Keos, nous sommes une équipe qui provenons de l'industrie, de différents horizons, plutôt des grands groupes industriels. Et notre ambition, c'est d'industrialiser le réemploi des pièces de maintenance. Nous venons de démarrer la phase d'accélération depuis quelques semaines. C'est une phase qui va durer 18 mois, qui est financée par BPI, et à l'issue de laquelle on va lever des fonds. Et nous sommes soutenus par d'autres partenaires tels que l'ADEME, par le biais d'un PIA, un programme d'investissement d'avenir. En termes de technologie, nous collaborons avec Université Grenoble-Alpes, un laboratoire estampillé CNRS. Et puis, on a la chance d'avoir parmi nos clients adopteurs précoces des grands groupes français tels que EDF, Michelin et Sanofi, pour en citer quelques-uns. Alors, notre univers à nous, c'est l'industrie. Donc, vous avez des assets, donc des lignes de production. Et pour maintenir ces lignes de production, vous devez vous constituer un stock de pièces de rechange. Donc, ça commence, vous devez codifier vos pièces pour les faire entrer dans le système. Et après, on rentre dans un cycle prévision, consommation, le recomplètement du stock, et ainsi de suite. Et au cours de cette vie, eh bien, vos assets vont évoluer. Vous allez fermer une ligne, déménager une autre, faire évoluer une technologie. Et donc, les pièces qui étaient fléchées sur ces équipements vont être orphelins. Donc, c'est des dormants. On a également, très courant dans l'industrie, quand vous allez codifier les pièces, vous ne trouvez pas la référence que vous cherchez, vous allez recodifier la même pièce. Donc, vous allez créer des doublons, des triplons, des quadruplons, des quintuplons, et je vous assure que ça existe. Et ça va créer du dormant. Et de l'autre côté, en termes de prévision, donc vous avez une tendance qui est humaine pour ne pas se faire disputer parce qu'il manque une pièce alors que la machine est arrêtée. Eh bien, on a tendance à surstocker. Et ces dormants et ces surplus, eh bien, ça peut représenter jusqu'à 20 à 30% d'un stock. Et nous, on a estimé avec la littérature que ça pouvait représenter jusqu'à 3 milliards d'euros en Europe. Donc, on n'est pas sur une niche. Et le problème, c'est que ces pièces, en fait, la plupart du temps, elles sont détruites. Alors, pourquoi? Donc, les freins, on les a identifiés. Donc, nos clients vendeurs
leur boulot, c'est de concevoir et de vendre des médicaments, de l'énergie, des pneus, par exemple. Et la vente de pièces de maintenance, c'est pas du tout leur univers. Ils savent pas comment faire pour décrire une pièce. Ils savent pas qu'à l'autre bout du monde, dans un autre secteur industriel, il y a des gens qui ont besoin de leurs pièces dormantes. Et l'univers e-commerce, c'est un autre univers. Donc, à la fin de l'histoire, quand le financier, en fin d'année, il dit cette année, il faut enlever 1 million d'euros de stock, et ils n'ont pas le temps de s'en occuper et ça part à la poubelle. Donc, j'en viens à Keos et à notre démarche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, on a levé ces freins. Donc, comment ça fonctionne? On va d'abord reconnaître les pièces des uns et des autres. Donc, une même pièce qui a été décrite différemment dans différents systèmes, on va l'identifier de façon certaine pour que l'acheteur potentiel il sache absolument ce qu'il achète. Ensuite, on va enrichir la donnée. Donc, on va aller chercher les photos, on va chercher les descriptifs techniques en plusieurs langues, de sorte qu'on ait le minimum nécessaire pour créer une annonce. Ensuite, on va aller chercher des prix. On fait aussi des prix de marché, parce que la valeur de votre pièce dans votre stock, elle n'a rien à voir avec le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter. Une fois qu'on a du contenu et des prix, on a donc des annonces. Donc, on va pousser toujours en automatique ces annonces sur notre marketplace, Keos Market, mais aussi sur d'autres marketplaces afin que nos pièces trouvent preneur quelque part dans le monde. Et donc, vous, industriels, pour l'instant, ça vous a coûté 0, avec un effort tout à fait faible. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est recevoir des commandes de notre part. Donc, au fur et à mesure qu'on reçoit des commandes de nos clients acheteurs, on vous passe des commandes. Donc, vous allez valoriser votre stock, donc libérer de la place sur vos étagères dans vos entrepôts de façon importante. Mais en plus, vous contribuez à prolonger la vie des équipements de vos pairs, qui sont peut-être à l'autre bout du monde, parce qu'ils auront trouvé la pièce qui leur manquait dans vos stocks dormants. En conclusion, je crois qu'aujourd'hui, la technologie existe pour faire émerger un marché mondial fluide, transparent, de la pièce de maintenance industrielle dormante. Et donc, vous, industriels, ne détruisez plus vos pièces, confiez-les à Keos, nous leur donnerons une nouvelle vie. Merci à vous. Merci Dominique. On peut passer aux questions. J'ai déjà une première question, mais je te laisserai poser ta question après, Louis. Je me demandais comment vous percevez les fabricants. Est-ce qu'ils adhèrent à l'aspect, on va dire, écologique, voire même une partie un peu vous facilitez en quelque sorte le ressavé, ou est-ce que ils considèrent que cela peut avoir un impact, notamment dans leur capacité à vendre des équipements neufs? Alors, notre cible première, ce sont les industriels, donc les clients qui utilisent ces pièces sur leur propre machine. On est parfois dans des cas de pièces obsolètes, qui n'existent plus, qui ne sont plus fabriquées. Donc, on n'est pas vraiment en concurrence avec les fabricants, puisque les pièces ne sont plus fabriquées. Par contre, les fabricants peuvent contribuer, parce qu'ils déjà ils fournissent du contenu, tout ce qui est catalogue qu'on ne trouve pas chez les industriels, on va le trouver chez les fabricants. Et ils peuvent aussi utiliser la plateforme pour vendre en direct leurs propres pièces. Merci. Bonjour, moi c'est une question un peu technique, mais comment vous reconnaissez les pièces? C'est votre système qui les reconnaît visuellement? Comment ça se passe? Alors sur l'illustration que je suis passé un petit peu vite dessus, on a plusieurs techniques et ce qui marche bien, c'est l'analyse sémantique. En fait, on va récupérer des données de l'ERP des clients et souvent c'est décrit avec des erreurs en plusieurs langues. Et la difficulté, c'est de retrouver l'information qui est perdue dans des champs SAP ou Oracle. Et donc tout l'objet de l'innovation et des algorithmes qu'on développe, c'est d'aller chercher la bonne information et de reconstituer en fonction de plein de paramètres, dire oui, cette pièce-là, c'est la pièce un tel, de tel fabricant, avec la révision X, sans aucun doute. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être sur Internet? Pour le moment, on n'en a pas. Sinon, moi, je vous pose une deuxième question. Côté industriel, qui, disons, est le honneur de cette presque nouvelle fonction de revendeur de pièces? Et comment vous l'embarquez? Parce que justement, ce que tu disais au début, en fait, finalement, disons que le gain économique n'est pas si important que ça.
comment on l'embarque dans cette démarche? Alors, ouais, effectivement, c'est une bonne question. Je crois que dans l'industrie, les gens n'acceptent plus de détruire les pièces. Donc, c'est déjà un premier pas. On a passé un cap là. Donc, ceux qui ont le problème, ce sont soit les acheteurs de pièces, soit les gestionnaires de stock, soit le responsable maintenance. Donc, c'est eux qui vont être acteurs. Et je ne dirais pas que le problème économique est négligeable. On parle de dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros pour des grands groupes. Et donc, il y a cette double volonté de libérer les étagères de pièces que de toute façon, ils n'utiliseront jamais. Et ce sont des pièces neuves, souvent, enfin non utilisées. Et ne plus les jeter. Et en plus, contribuer à maintenir les équipements des autres. Et ce qu'on observe maintenant, c'est que les clients vendeurs sont en train de basculer acheteurs. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, mes pièces dormantes, elles sont de bonne qualité. Et pourquoi j'achèterais pas, moi aussi, des pièces dormantes dans les stocks des autres? Il y a un vrai shift dans les usages sur ce sujet-là qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui a d'autres sens, fera décoller ce marché de la pièce dormante. Bon, si on n'a pas de dernière question, ok, vas-y. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a, dans ces grands groupes, il y a une problématique de marché interne? Parce que parfois, je transpose par rapport à ce que je peux connaître sur le mobilier, mais on s'aperçoit qu'il y a un établissement qui va avoir besoin de meubles et puis un autre qui est en train de bazarder le sien. Et il y a très peu de communication en interne dans ces groupes-là, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est une problématique pour toi ou pas, quoi. Oui, on a aussi ces problématiques-là. Donc, les groupes sont plus ou moins matures vis-à-vis de la gestion de leurs pièces. Donc, certains sont totalement centralisés. Donc, ils arrivent à voir que la pièce qui est dormante à droite, elle peut être utilisée à gauche. Mais encore souvent, on a des filiales qui ont codifié différemment les mêmes pièces. Et donc, ils n'arrivent pas à se parler entre eux. Donc, notre système, par le biais de la reconnaissance, permet de connecter les pièces entre eux. Et donc, du coup, la politique achat est en train d'évoluer pour dire, 1, si on trouve la pièce en interne, on l'achète en interne. 2, si on la trouve dans un marché dormant tel que Keost, on achète en dormant. Et 3, si on ne trouve pas, ok, on va en classique chez les distributeurs classiques. On a une dernière question sur le chat de la part de Quentin Célani. Ne peut-on pas imaginer des grosses réticences par peur d'aider des concurrents? Par peur d'aider des concurrents. En tant qu'industriel, est-ce qu'on peut avoir des réticences par peur d'aider des concurrents? Alors, ce qu'on constate, c'est que les acheteurs sont rarement dans le même secteur que les vendeurs, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais un automate, on peut l'utiliser dans l'énergie, dans la pharmacie, dans l'automobile. Et donc, la probabilité qu'on tombe sur le même secteur est relativement faible. Donc, on n'a pas trouvé cette réticence. Et au contraire, les vendeurs sont très heureux d'aller dépanner quelqu'un qui n'a rien à voir avec leur marché. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup, Dominique. Merci à tous. Ensuite, on va passer à Jérôme de Tomasi, qui est issu du parcours entrepreneur de la première promotion et qui va nous présenter Waste Marketplace, une plateforme qui permet d'optimiser la gestion des déchets des chantiers. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des déchets de chantier. Alors, pourquoi? Parce que c'est un secteur sur lequel il ne s'est pas passé forcément grand-chose depuis une vingtaine d'années. C'est un peu toujours les mêmes et on fonctionne un peu toujours pareil. On a ramené le téléphone portable au milieu du process, mais c'est à peu près tout. Et pourquoi on fait ça depuis 20 ans? C'est parce que c'est ce qu'on avait trouvé de plus simple. On appelait une personne pour qu'il s'occupe de tous les déchets. C'est le collecteur-traiteur. Sauf que cette simplicité, elle a quand même quelques inconvénients. Ils ne sont pas forcément mineurs. J'ai affaire à un généraliste du déchet. Et comme dans chaque métier, déchets compris, c'est un métier de spécialiste. Et le spécialiste en tout n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Donc, un généraliste ne va pas être le mieux placé sur tout, que ce soit sur du gravat, de la ferraille, des déchets dangereux, déchets liquides, solides, etc. Service médiocre, il est aussi lié au process. « Allô, bonjour, je voudrais une benne. » Il vous a entendu, pas entendu, il a noté, pas noté, il croyait que c'était un tel, en fait c'était un tel, bref, allez faire la preuve que vous avez demandé une benne que vous n'avez pas eue. Bref, à part irriter tout le monde et avoir des bugs, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis enfin, le secteur n'est pas connu pour sa totale transparence. Qui n'a pas déjà peiné à récupérer l'information liée à la traçabilité de ses déchets? À peu près tout le monde. Et donc, ces inconvénients, en fait, on les a réglés en créant Waste Marketplace.
Waste Marketplace, c'est quoi? C'est un truc bien connu dans le bâtiment, c'est un contractant général du déchet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de camion, on n'a pas de benne, on n'a pas de site à alimenter. Notre promesse, c'est d'aller toujours chercher la meilleure solution sur le marché. Et la meilleure solution, c'est quoi? C'est un rapport qualité-prix. Qualité de service, taux de valorisation, très important, et bien sûr, le prix. Et dans ces spécialistes, on va aussi mettre des industriels qui sont friands de matières premières secondaires, mais qui ne savent pas mettre la main dessus. C'est vrai pour la laine de verre, c'est vrai pour du verre, c'est vrai pour plein d'autres choses comme ça, qu'on ramène chez les industriels et on fait des ponts avec ces gens-là, un pont logistique. Alors vous allez me dire, ouais, mais en faisant ça, ça devient super compliqué. Je me retrouve avec 5 prestataires sur mon chantier. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est une horreur à gérer. Ça, c'était avant l'invention de Waste Marketplace. Parce qu'on a créé une petite application qui va normalement démarrer et en une petite minute, voilà. Alors, il n'y a pas le son, il y aurait dû, c'est pas grave. Donc, en fait, on demande un dépôt d'une benne, on choisit le déchet qu'on veut mettre. On en rajoute tous les jours. Chaque fois qu'on a une nouvelle demande, on va choisir un nouveau déchet. Je choisis le contenant qui va avec, je choisis les options que je vais mettre dessus, je choisis le volume, je vais choisir le jour où je vais la poser, et puis je vais choisir le créneau horaire, lui donner un petit nom si je veux, je valide, c'est terminé. Le prestataire, ah ben voilà. Bon, coupe le son. Donc du coup, après on a un historique, et avec l'historique, je vais aller chercher mon registre déchets. Ça veut dire qu'il est publié automatiquement par l'application, avec toutes les informations de traçabilité pour chaque benne. On sait qui l'a transporté, chez qui, quel type de traitement l'a subi et quel taux de valorisation on a obtenu. Et tout ça avec des prestataires qu'on a audités et référencés pour lesquels on a accès à toutes les pièces administratives et réglementaires en ligne. Voilà, donc tout ça, c'est un reporting qui sort tout seul. Interrogez n'importe quel responsable QSE, vous allez voir le temps qu'il met en général à récupérer ça. Rien que lui, en général, il est déjà heureux de ce qu'on propose. Alors, vous l'avez vu, c'est super simple. Et en général, ce que disent nos chefs de chantier et conducteurs de travaux, c'est l'essentiel de nos clients, c'est votre truc, c'est tellement simple que je ne reviens même pas en arrière. Donc pourquoi? Parce que c'est 4 clics pour demander un enlèvement de benne, 4 clics, après il ne s'occupe plus de rien, 1 clic pour récupérer le registre déchets, il ne s'occupe plus de rien, et tout ça, c'est en plus moins cher. Parce que, je vais reprendre un des termes qui ont déjà été utilisés par un de mes prédécesseurs juste avant, l'aspect environnemental, ils ne sont pas tous super motivés. Par contre, si c'est moins cher, ils font de l'environnement sans s'en rendre compte. Eh ben, c'est à peu près toujours le même principe. Donc, rapidité, simplicité, et surtout, on va aller chercher toujours des solutions qui optimisent la valorisation du déchet. On va aller chercher la meilleure solution sur le marché. Globalement, le taux de valorisation des chantiers qui nous utilisent est supérieur à 80%. Le taux de valorisation des déchets du bâtiment est en moyenne de 50 à 55%. Donc, l'impact est, on va dire, pas négligeable. Avec cette simplicité et cette information, on va dire, fluide et centralisée, on a commencé chez Vinci, bien sûr. On aurait pu dire que c'était peut-être un frein, mais quand on voit les logos de certains, bah, ça les a pas gênés. Donc, on travaille aussi avec d'autres grands du bâtiment et avec des indépendants et de plus en plus avec aussi des sites industriels via les tiers mainteneurs. C'est des sites sur lesquels on peut avoir jusqu'à 15 prestataires différents derrière nous, en allant chaque fois chercher le meilleur. Voilà, et donc là, 2020, ça a été l'année de la croissance. Donc on a recruté un responsable par région. On traitait toute la France à partir de Lyon, ça a ses limites. On a, au 15 octobre, le dernier arrive pour le Nord-Est, on aura un représentant par région qui est apte à répondre à toutes les demandes de tous les chantiers, de tous les sites qui produisent du déchet dans toute la France. Merci. Merci Jérôme. Alors, on avait une question, mais tu viens tout juste de répondre, qui était est-ce que vous couvriez l'ensemble du territoire métropolitain? Mais du coup, tu viens d'y répondre. J'ai été plus rapide que le chat. Exactement. C'est le propre de Waste Marketplace. C'est la réactivité. Voilà. Bonjour. La promesse a l'air fabuleuse, le développement a l'air là. Est-ce qu'il y a des freins à ce développement? Comment ça se passe? Quelles sont les contraintes au niveau des clients ou autres? Alors, les freins, ils sont à peu près les mêmes que pour tout le monde, les habitudes. Les habitudes et encore les habitudes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le verbatim des utilisateurs, c'est « mais votre truc, c'est tellement simple que je reviens en arrière ». En fait, c'est qu'il faut qu'on arrive à les convaincre d'essayer. Une fois qu'ils ont essayé,
Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui a essayé, qui est revenu en arrière, qui a dit en fait, ça m'intéresse pas. C'est pas arrivé encore. Ça arrivera, hein, mais c'est pas encore arrivé. Donc c'est surtout ça le frein. Dans ce sens, est-ce qu'on observe aujourd'hui un durcissement des contraintes réglementaires qui irait justement dans le sens de votre démarche? Alors, les lois viennent durcir les contraintes réglementaires, mais les chantiers le sentent pas forcément. Par contre, ils sentent une pression différente, c'est celle des labels environnementaux, qui s'appliquent de plus en plus aux chantiers. De plus en plus, les maîtres d'ouvrage veulent un BREEAM, puis avant, c'était un BREEAM de Very Good, maintenant, c'est un BREEAM Excellent. Donc, il faut aller toujours plus loin dans le taux de valorisation des déchets. Et donc, la pression, elle vient plus de là. Elle vient plus du marché que de la réglementation qui est souvent active au niveau d'une branche, pas forcément de monsieur X, chef de chantier du chantier Y. Et du coup, avec votre reporting et traçabilité, vous êtes en mesure donc d'aider vos clients à obtenir ce type de label? Alors non seulement on les aide, mais en plus on monitore au fur et à mesure le taux de valorisation du déchet. Ça veut dire qu'on s'est redressé la barre. Si on voit que le taux de valorisation au 3e mois du chantier est pas bon, quelles actions on mène pour atteindre le taux de valorisation recherché? J'étais en contact avec un aménageur public de la région lyonnaise il n'y a pas si longtemps, qui me dit en fait je sais que j'ai loupé mon label, mais en fait le chantier est terminé. Je viens de l'apprendre et j'ai aucun moyen de me retourner. Alors il dit je suis très content, je vais mettre une pénalité au constructeur. Je suis très content. Sauf que mon bâtiment il vaut combien de mois? J'en sais rien. Nous, on lui permet de se dire ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mois prochain pour être dans les clous de mon label? Est-ce que les déchets collectés sur un chantier peuvent être livrés directement sur un autre en tant que matière première? Alors, pour ça, on est essentiellement dans les inertes et dans les remblais. Le déblai de l'un vient le remblai de l'autre. Et ça, c'est pas notre métier. Ça, c'est un métier de flux qui n'est pas du tout sur les mêmes logistiques, qui n'est pas sur la même problématique et les clients sont même pas les mêmes. Souvent, on a des terrassiers. Parce qu'un déchet, pour le coup, moi, c'est pas du réemploi, parce que le réemploi est passé avant. Nous, on prend tout ce qui vient après, et c'est un déchet. Au sens de la réglementation, un déchet doit passer par un site qui était un ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement, pour le reverdir. Ça veut dire qu'un déchet, si je le livre quelque part, et que c'est pas une ICPE, je suis hors la loi. On a une dernière question sur le chat. Alors, de la part de Marc Muller. Gérez-vous les terres excavées polluées ou non? Et est-ce que vous venez remplacer l'outil terrasse du BRGM? Alors, si on gère des terres excavées, ça va être des micro-gisements. Ça veut dire que je viens de la dépollution. Donc, quand on est dans la région centre-est, je connais à peu près tout le monde, donc je sais passer quelques coups d'utiles. Mais on va pas gérer de chantier de dépollution. Non, ça va être des choses annexes. Ok. S'il n'y a pas de dernière question. Merci Jérôme. Alors, pour le dernier pitch, j'invite Yvan Droiden, directeur technique et recherche d'Eurovia, qui va nous présenter la route 100% recyclée. Comme son nom l'indique, c'est très, très parlant. Donc, c'est un projet d'Eurovia mené en partenariat avec Vinci Autoroute. Merci de nous donner l'occasion de présenter cette initiative innovante. Alors nous, on n'est pas une start-up, mais c'est néanmoins une initiative innovante qui prend son élan ces temps-ci et qui a un lien évident avec l'économie circulaire. Donc je vais vous présenter donc la route 100% recyclée qui est pour l'essentiel une démonstration. Sur cette autoroute, l'autoroute A10, un petit peu au nord de Lyon, on a déconstruit, reconstruit 1 kilomètre de route et on l'a appelé 100% recyclé. En vrai, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est supérieur à 97. C'est pour les besoins du nom qu'on l'a appelé ainsi. Il s'agit d'un projet pour lequel nous avons été lauréats également au PIA de l'ADEME, au plan d'investissement d'avenir, celui qui s'appelait Route du futur. Ça a commencé en mars 2017 et ça a duré 3 ans si on inclut l'évaluation complète environnementale et technique du projet qu'on vient de finir. L'objectif pour l'entreprise, c'est de lever les blocages à la généralisation du recyclage. On a parlé des habitudes, mais il y a des blocages aussi, des réticences
à lever sur le terrain, chez les contrôleurs, en interne, dans le matériel, dans la technique. C'est essentiellement l'objectif du projet. Concevoir un outil industriel qui permettait de réaliser ces opérations, celle-ci et les futures, et donc réaliser cette section de 1 km d'autoroute sur un trafic très intense, parmi les plus forts trafics de France, avec toute la structure, 2 couches de structure, plus la couche de roulement, donc un peu plus de 20 cm de matériaux, entièrement récupérés et relivrés sur le chantier. On voit les différentes étapes sur le dessin à droite sur le graphique. On rabote les matériaux sur une chaussée, on va les amener sur une usine d'enrobé mobile et on va les remettre en place. La contrainte ici, c'est d'être dans le planning du chantier, dans les objectifs de non-fermeture de la voie. Et si on veut si on veut faire un dernier petit commentaire sur ce schéma, c'est qu'il manque une étape. Et on va se rendre compte que quand on a décidé ce schéma, on n'avait pas vécu le projet. Entre le moment où on fraise et le moment où on introduit dans l'usine d'enrobé mobile, il y a une préparation qui aurait mérité qu'on s'arrête sur le schéma en rajoutant un petit dessin. Les partenaires du projet, tout d'abord le client qui a fait confiance à cette initiative. À l'heure actuelle, le plus gros taux qui est fait en termes d'enrobé sur le réseau autoroutier, c'est 50%. Là, on passe direct à 100% sur l'autoroute A10, sur une voie qu'on ne peut couper absolument. Donc, une grande confiance et merci à Vinci Autoroute. Le CEREMA, qui est un acteur public, qui est le contrôle technique dans la route, en tout cas, et qui nous a aidé un petit peu sur les liants. Les liants, c'est les liants bitumineux pour nous, et qui aide à diffuser l'information après avoir regardé le projet de l'intérieur. Marigny-Hermont, c'est le plus gros fabricant d'usines d'enrobé en Europe, qui va avoir les meilleures capacités de conception. Donc, c'est de lui qu'on s'est rapproché pour concevoir l'unité mobile de fabrication. Et donc, nous, on a mené le projet et toute sa coordination. Je ne vais pas dans le détail, même si c'est un élément très intéressant. C'est juste une photo pour l'unité mobile de fabrication. Donc, le cas d'école ici, c'est bien les grosses opérations de restructuration, de maintenance autoroutière, mais ça peut être un aéroport où d'un coup, on a beaucoup de déchets et d'un coup, on a beaucoup de besoins en produits neufs. Et donc, ça demande une unité qui est fabriquée spécialement. Ici, on peut remarquer les 2 tubes de part et d'autre de la photo. Un pour des granulats neufs, puisque cette unité fonctionne de 0 à 100%, le petit, et elle est chargée de chauffer de l'air s'il n'y a pas de granulats neufs. Et le deuxième, qui est particulièrement long, qui ne comporte pas de flamme, avec des grosses capacités de malaxage, qui va être chargé de remobiliser l'ancien bitume pour le compléter et lui donner toutes les qualités attendues par un produit neuf, sur un produit neuf dans ces opérations. Donc une grosse unité de production. Et là, je remplace le petit schéma qui manquait sur la première slide par ces 2 photos. Voilà l'atelier de préparation des agrégats d'enrobé. En fait, on vient déchiqueter par rabotage l'enrobé sur la chaussée et il va arriver en une seule fraction sur notre plateforme. Et en peu de temps, il faut reséparer en plusieurs fractions pour en écarter une fine qui est excédentaire et avoir les bonnes granulométries pour faire exactement le produit qu'on veut. On a des grandes facilités à le faire avec du neuf parce qu'on a plusieurs coupures. Ici, on s'impose au moins 2 coupures pour avoir exactement les mêmes spécifications que ce qu'on aurait avec des produits neufs. Et donc, cette opération-là avait été un petit peu sous-estimée. Et pourquoi elle a été sous-estimée? Parce qu'elle est dans le changement des habitudes. Elle n'existe pas d'habitude. Donc, pour approvisionner ces matériaux, pour diriger l'équipe, il a fallu inventer et donc convaincre. Tout d'abord, sur le plan technique, c'est ce que je préfère. 100% des études, on ne va pas sur autoroute après sans avoir montré une fiche technique complète sur le matériau étudié, comme un béton dans un bâtiment ou sur un ouvrage d'art, sont aux spécifications
et toute la réalisation derrière est à 100% des spécifications neuves courantes du réseau autoroutier classique. Donc on n'est pas sur une adaptation, on est sur une réalisation complète de l'ensemble des spécifications. L'originalité de notre proposition, c'est d'avoir donné confiance en assurant une simulation du vieillissement. Un bitume, ça vieillit avec le soleil et les agressions mécaniques, et on a su montrer une simulation qui donnait confiance, ce qui n'est pas dans le schéma classique de proposition des matériaux. Et pareil, sur l'enrobé lui-même, on a su montrer des phases d'études qui écartaient tout risque, en tout cas en laboratoire, de vieillissement prématuré de ce qu'on allait faire. Et donc, c'est ce qui a donné confiance aux clients et même à l'ADEME pour lancer le projet. L'important, c'est d'avoir la route avec égale durée de vie derrière. Et on est fiers de montrer maintenant un suivi à 1 an qui s'est passé sur prélèvement sur le terrain, mais aussi par auscultation grand rendement sur l'autoroute, avec 0 défaut. On a très souvent, même 6 mois après un chantier neuf, quelques fissures sur les chaussées. Ici, on est sur un 0 défaut. Je ne commande pas le graphique qui est sur le côté, mais c'est un peu comme dans l'esprit de Léonard. C'est toutes les étapes, et les spécialistes reconnaîtront ce qu'on a rajouté dans les étapes classiques d'études d'un enrobé pour de telles propositions. Et vous retrouverez les éléments que l'on propose pour le contrôle à l'avenir des très forts taux de recyclage pour qu'on puisse avoir cette maîtrise du vieillissement et de la durabilité. Donc, la technique, 100% coché 1 an après le projet. Le bilan environnemental, très important. Le bilan environnemental, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Il est basé sur une analyse du cycle de vie. Donc, focalisé sur l'opération, mais élargi dans ses conclusions pour trouver le meilleur usage de cette usine mobile et les meilleures méthodologies de recyclage pour ces grosses opérations de maintenance autoroutière. Donc, la première conclusion de ce bilan environnemental, c'est que l'impact minimal sur les gaz à effet de serre, qui est un indicateur des plus regardés, c'est pour 70% de recyclage et non pas pour 100% de recyclage. Je reviendrai sur les raisons de cette conclusion, et donc c'est très important, le maximum actuel étant à 50%. Sur l'épuisement des ressources fossiles, qui est un autre indicateur important, les gains vont croissant de 50, on n'est pas descendu en dessous, jusqu'à 100%, et le gain atteint à 100%, 40% de l'impact total sur l'épuisement des ressources fossiles. Le troisième point, c'est l'explication du premier point, c'est que l'élaboration des granulats, des agrégats que l'on ramène du rabotage du chantier doivent être très précis, consciencieux, prennent du temps, prennent de l'énergie pour pouvoir assurer cette séparation, pour avoir un produit équivalent au neuf quand on fait du 100%. Quand on fait du 70%, on peut garder une seule fraction et venir compléter avec des éléments neufs qui vont gérer l'hétérogénéité. Et à l'heure actuelle, cette opération d'élaboration des agrégats qui est nécessaire pour produire à 100%, c'est le carré jaune, c'est la partie jaune de l'impact que vous voyez sur le graphe, sur l'histogramme, et il nous fait dépasser les deux autres barres qui représentent les 50 et 70%. Donc, le rajout de cette opération d'élaboration, qui correspond à 1,1 litre de gasoil, nous fait perdre le bénéfice, une partie du bénéfice environnemental du recyclage. Donc, c'est ainsi que la meilleure proposition sera à 70% de recyclé sur le TRX pour avoir l'impact minimal de fabrication. On a tous les avantages de l'usine, on a un net progrès dans les taux de recyclage et notre impact vrai dans les conditions techniques du moment est optimal. Et dans ce cas-là, on obtient moins 44% de gaz à effet de serre, moins 45% de gaz à effet de serre et moins 37% sur l'épuisement des ressources. Et ça, c'est la conclusion finale du projet. C'est la proposition optimale
par rapport à l'optimal du moment. Donc, entre l'optimal du moment, les usines classiques et leurs 50% et le 70% du TRX, j'atteins déjà les objectifs de Vinci avec, on dépasse légèrement les moins 40% de gaz à effet de serre. Et on est très bon également sur les ressources naturelles. Conclusion générale, des gains environnementaux directs et indirects importants. Vous pouvez imaginer sur une opération où on serait plus loin des carrières, les quantités induites de gains que l'on va avoir sur les transports des granulats. Les granulats sont pour l'essentiel transportés par 25 tonnes en camion. Il y en a plusieurs dizaines de milliers de tonnes sur chaque chantier. Une rupture constatée dans nos équipes, dans toute l'entreprise, très au-delà de Bordeaux et même jusqu'à Vancouver, sur la confiance qui peut nous être accordée sur les forts taux de recyclage et le recyclage des matériaux bitueux en général. Il y a toujours une crainte sur le recyclage. Ayant montré ce 100% et largement publié ses bénéfices, on a senti cette rupture. La démonstration est complète et réussie. Nous avons maintenant l'unité de production qui n'a pas été achetée uniquement pour cette opération qui fonctionne à plein. L'an dernier, on a travaillé pour l'État à 70%. C'est une innovation notoire. Plus 3 départements autour qui ont voulu également tester cet outil. Et cette année, on revient sur le réseau Vinci Autoroute avec Cofiroute qui est sur un chantier A71 qui fonctionne en ce moment avec plus de 30 000 tonnes au-dessus de à 70% et 70 000 tonnes au-delà de 30% de recyclés sur l'ensemble du chantier. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Nous tenons à disposition des propositions de contrôle pour que des clients les introduisent dans leur marché pour accélérer ce type de développement. Et encore une fois, le taux optimal à l'heure actuelle sur les grosses opérations de recyclage, tant sur le plan environnemental qu'économique, c'est entre 70 et 80%, tant qu'on n'a pas fait à faire une nouvelle étape de préparation des agrégats d'enrobés. Merci. Vos questions, si vous en avez. Merci Yvan. En attendant les questions du public, je pose une première question. Donc justement sur ton dernier point, est-ce qu'aujourd'hui économiquement on est sur les mêmes ordres de grandeur qu'un procédé classique, ou est-ce que on est encore dans un stade où il y a quand même un surcoût qui est non négligeable? Alors 2 éléments de réponse. Si on regarde le projet La Route 100% recyclée, très clairement, merci à l'ADEME. Au-delà de la confiance accordée par ASF, on n'aurait pas su faire la démonstration avec tout le monitoring technique qu'on a mis, le monitoring environnemental et le soin qu'on a apporté sur la partie 100%, le kilomètre à 100%, on n'aurait pas su le faire sans l'ADEME. Par contre, tout ce qui est dans la route, au-delà d'un projet de recherche, est forcément rentable, sinon il n'existe pas. Donc ici, à 70%, on est, je ne suis pas un spécialiste dessous, moi, on est équivalent ou un petit peu inférieur, avec par contre 100% des spécifications, du bénéfice, à des solutions telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui, 50% de recyclés avec des outils classiques. Donc la marge environnementale et les matériaux que l'on va gagner, elle passe en technologie, elle passe en logistique, elle passe en additifs, et on arrive à relier sur ce type de projet l'économique et l'écologique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est là que ça va le plus vite. Quand il faut rajouter un surcoût, il y a souvent une étape supplémentaire de conviction ou de législation à avoir pour que ça démarre. Merci. Merci Yvan. J'avais une question sur le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il concerne donc uniquement le réseau autoroutier ou également les départements, les communes? Quel marché aujourd'hui et quel sera le marché demain, d'après toi? Alors, quand on a rédigé le projet, même si c'est pour l'ADEME, il faut faire un business plan. Le marché, c'est les 6 millions de tonnes d'enrobés fraisés qui ne sont pas réutilisés sur les chantiers dans la maintenance du grand réseau autoroutier français au sens large, concédé ou non concédé.
qui partent soit en cours de ferme, soit qui font des dizaines ou des centaines de kilomètres pour rejoindre un recyclage moins valeureux. Donc, ce marché il était plutôt celui-ci. On peut y ajouter dans la même logique les aéroports, qui recyclent pas beaucoup en France par blocage normatif, mais qui ailleurs dans le monde recyclent beaucoup parce qu'une piste, on doit la déconstruire et la reconstruire tout de suite. Donc, on est vraiment dans ce schéma. C'est pour ça qu'on a fait un outil mobile. Autre élément de réflexion, c'est que suite à ce succès, les gens de centrales, d'usines d'enrobés fixes se posent la question d'aller jusqu'à 70. 70%, c'est vraiment important, mais on n'a pas assez de ressources sur le terrain. Mais on a besoin d'y aller ponctuellement. C'est comme on a besoin d'une voiture qui va à 200 km/h pour faire du 90. Là, c'est un petit peu pareil. Et donc maintenant, je vois des projets démarrer de TRX 70 pour du fixe. Donc la logique est bien là et elle rentre. Voilà. Il ne faut pas avoir à déplacer cet outil-là pour moins de, je ne suis pas spécialiste, mais 30 000 tonnes, ça paraît le minimum. L'amener-repli de cet outil ne trouvera pas son bénéfice économique, en tout cas à moins de 30 000 tonnes. Donc c'est plutôt du nomade comme ça. Les changements de conception nous feront rejoindre le marché classique. Une dernière question. Est-ce que d'autres initiatives ont vu le jour à l'étranger? Sur le recyclage, il y a beaucoup d'initiatives. Les plus marquantes en ce moment, c'est complètement une autre échelle et une autre logique, mais on reste sur du recyclage à 100% d'enrobés. C'est pour des gens qui sont des intervenants en ville, de branchement ou de maintenance de divers réseaux qui ont besoin de découper des enrobés bitumineux et de les remettre tout de suite le soir ou le lendemain. Et donc là, il y a des tout petits outils, des mini TRX 100 qui se promènent avec l'équipe et qui vont permettre, là, le recyclage le plus court qu'on peut espérer. On prend le matin, ça tiédit la journée, le soir, on refait. C'est extrêmement pertinent pour ne pas subir la circulation. Et tout le travail sur les liants, si on s'inquiète autant de la performance de cet enrobé, sert pour les deux. Ce travail-là, cette couche de savoir qu'on a fait sur l'oxydation des liants, sert pour les deux et totalement au bénéfice des produits bitumineux qui, on ne l'a pas dit, si on recycle bien, il n'y a pas de limite à ce recyclage. Il suffit de savoir corriger à chaque étape. En tout cas, on n'en voit pas encore. Corriger à chaque étape le caractère viscoélastique du bitume qui lui donne sa durabilité. Bon, merci beaucoup, Yvan. Merci à vous. Alors, je vous invite à nous retrouver d'ici une demi-heure, 40 minutes pour la prochaine conférence qui sera autour de la transition écologique des métiers et des métiers des villes et des territoires, avec l'intervention de Xavier Huillard, PDG de Vinci, ainsi que de Christian de Pertuis de Climate Economics Chair et Virginie Resson de l'EPAC. Merci à tous.